Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre 4 du cours de thermodynamique où nous aborderons essentiellement le cinquième point du chapitre, c'est-à-dire les calculs des variations de la fonction d'état entropie. Nous nous limiterons au cas des gaz parfaits, au cas des solides et des liquides lorsqu'on peut considérer que les variations du volume et de la pression sont négligeables devant celles de la température, et puis on considérera également le cas des changements de phase. Donc c'est une vidéo qui sera assez courte, mais très importante pour être capable de bien maîtriser ce qu'est l'entropie et le second principe. Et pour ça, il est nécessaire que vous ayez également déjà regardé la vidéo précédente pour l'introduction des points 1 à 4 du chapitre. Donc nous allons commencer par le cas des gaz parfaits et pour déterminer l'expression mathématique des variations de la fonction d'état entropie, nous allons devoir nous placer dans des conditions réversibles. Pourquoi est-ce qu'on se place dans des conditions réversibles? Parce que dans ce cas-là, la création d'entropie est nulle et les variations de la fonction d'état entropie sont par conséquent égales au terme d'échange. Donc ici j'ai écrit l'équation bilan sous forme infinitésimale avec de petites variations. Dans le cas général, on a ds qui est égal à delta SE plus delta sigma. Dans le cas réversible, le delta sigma est nul et les variations de la fonction d'état entropie sont données par le terme d'échange, à condition évidemment que cet échange ou ces échanges soient réalisés dans des conditions réversibles. Alors, deux rappels. Le premier, c'est que en ce qui concerne le travail, les échanges sont par définition toujours réversibles. Il n'y a pas d'entropie dans le travail. Le terme d'échange de l'entropie associée au travail est nul. Et deuxième rappel, les échanges de chaleur, on l'a vu lors de la vidéo précédente, sont réversibles s'ils se déroulent à la température du système. Ce qui signifie que la température du milieu avec lequel on réalise l'échange, qu'on note en général TE, doit être égale à la température T du système. Le terme d'échange d'entropie associé à un échange de chaleur ΔQ est donné par ΔQ sur TE, et donc dans des conditions réversibles, on pourra écrire que la variation de la fonction d'état entropie est égale à ΔQ sur T. Voilà, ceci constitue notre point de départ, ds égale ΔQ sur T dans des conditions réversibles. Et à partir de là, on va réutiliser ce que l'on sait déjà à propos des échanges de chaleur pour déterminer les variations de la fonction d'état entropie. Et ce qu'on va réutiliser, c'est l'expression de ΔQ pour un gaz parfait. Donc ces expressions, vous les avez vues au chapitre 2. On avait vu qu'il y avait trois cas, donc on pourra choisir d'utiliser soit les variables t et v, soit les variables t et p, soit les variables v et p. Deux petites précisions avant de continuer. La première, c'est que ces expressions-ci sont écrites sous forme intensive, c'est-à-dire pour une chaleur en joules par mole. Il s'agit bien d'une chaleur en joules par mole parce qu'on voit apparaître ici la constante universelle des gaz parfaits. Si à la place j'avais utilisé la constante spécifique des gaz parfaits, on aurait eu une chaleur en joules par kilogramme. Et la deuxième chose, c'est que ces expressions de la chaleur en fonction des variables T, V et P, on les avait écrites au chapitre 2 pour tout système monophasique monocomposant qui n'est pas nécessairement un gaz parfait, mais qui peut être par exemple également un solide ou un liquide. Donc à partir de ces expressions-là, on va en fait les reporter tout simplement dans l'expression de ds qu'on avait écrit ici dans des conditions réversibles, donc ds égale ΔQ sur T. On prend chacune de ces expressions de ΔQ, on les divise par la température et on obtient
les variations de la fonction d'état entropie en fonction des variables T et V, T et P, ou bien V et P. Alors si on utilise les variables T et V, le CV dt sur T va nous donner un CV dt sur T, et le P dV sur T va nous donner un R dV sur V, puisque P sur T est égal à R sur V. C'est beaucoup plus facile et élégant d'écrire ici ce deuxième terme en fonction de la seule variable volume plutôt que là en fonction des trois variables P, T et V. En ce qui concerne les variables T et P, le Cp dt moins V dP sur T donc va devenir un Cp dt sur T pour le premier terme. Et puis le moins V sur T dP, on va le remplacer comme dans la ligne précédente par moins R dP sur P. Puisque V sur T, on peut le remplacer par R sur P. Et en fonction des variables V et P, le Cp P sur R dV plus Cv V sur R dP sur T va nous donner un Cp dV sur V, qui sera beaucoup plus simple qu'un P sur RT dV, et un CV dP sur P, qui sera beaucoup plus simple qu'un V sur RT dP. Donc voici les trois expressions possibles pour les variations de la fonction d'état entropie d'un gaz parfait. ds égale Cv dt sur T plus R dV sur V lorsqu'on utilise les variables T et V. ds égale Cp dt sur T moins R dP sur P lorsqu'on utilise les variables T et P. Et puis ds égale Cp dV sur V plus Cv dP sur P lorsqu'on utilise les variables V et P. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que l'entropie croît avec la température. C'est tout à fait normal parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, une augmentation de la température, elle est liée à une augmentation de l'agitation moléculaire, donc du nombre de degrés de liberté microscopique dans le système. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'entropie croît avec le volume, ce qui est également logique parce que lorsqu'on augmente le volume d'un gaz, on augmente les degrés de liberté ou les déplacements possibles pour les particules de ce gaz, et réciproquement, lorsque la pression augmente, l'entropie va diminuer parce que lorsque la pression augmente dans un gaz, ça signifie, pour dire les choses autrement, que le volume diminue, donc que les degrés de liberté pour les particules ou pour les molécules qui constituent ce gaz diminuent. Encore une fois, je vous rappelle que ces expressions sont données sous forme intensive, ici pour une entropie donc en joules par Kelvin et par mole. C'est pour ça qu'on utilise la lettre petit s, la lettre petit s qui désigne soit une entropie molaire, soit une entropie massique, tandis que la lettre S majuscule désigne toujours une entropie en joules par Kelvin. Dans le cas d'un solide et d'un liquide, cette fois-ci, si on est rigoureux, les relations qui s'appliquent sont plus compliquées que celles d'un gaz parfait, mais on peut en règle générale supposer que les variations de la pression ou du volume pour un solide ou pour un liquide ont un impact qui sera beaucoup plus faible que les variations de la température, et on peut en première approximation supposer que l'entropie ne dépend que de la seule variable d'état température. Et dans ce cas-là, on aura donc ds égale C dt sur T. La capacité calorifique qui apparaît ici, cela pourra être une capacité calorifique à volume constant si la transformation a lieu à volume constant, ou bien une capacité calorifique à pression constante si la transformation a lieu à pression constante, mais quoi qu'il en soit, pour les solides et les liquides, il y a très peu de différence entre les CV et les CP. Donc on va illustrer ceci maintenant à travers un exercice et un exemple. On nous dit qu'on chauffe 0,8 litres d'eau de 17 degrés à 100 degrés en posant cette eau sur une plaque chauffante dont la température est de
200 degrés C. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la source qui nous permet de chauffer cette eau de 17 degrés à 100 degrés, la température de cette source est de 200 degrés C. On nous rappelle la capacité calorifique de l'eau qui vaut 4,18 kJ par kilo et par Kelvin, tandis qu'évidemment sa masse volumique est de 1000 kg par mètre cube. Et on nous demande de déterminer la création d'entropie. Donc la première chose à faire toujours, c'est d'écrire un bilan d'énergie. Ici, ce bilan d'énergie ne nous apprend pas grand-chose. Les seuls échanges d'énergie auxquels on soit confronté ici sont des échanges de chaleur, sont un échange de chaleur, mais autant écrire ce bilan d'énergie, ne serait-ce que pour faire le lien entre l'augmentation de la température ici et l'apport de chaleur là à droite. Alors ici, le bilan d'énergie, je l'ai écrit avec la fonction d'état enthalpie. C'est peut-être le plus logique parce que l'eau est chauffée a priori à pression constante, à pression atmosphérique. Mais si on l'avait écrit avec la fonction d'état énergie interne, ce bilan d'énergie, cela n'aurait pas changé grand-chose. En ce qui concerne le bilan d'entropie, il s'écrit toujours de la même manière. Delta S égale SE plus sigma. Le terme d'échange SE, on est parfaitement capable de le calculer. Il est donné par Q divisé par la température de la source. Q, c'est MC delta T et la température de la source est donnée dans l'énoncé. La variation d'entropie, la variation de la fonction d'état entropie sera donnée par l'intégrale de la température initiale à la température finale de la quantité MC dt sur T. En fait, on intègre l'expression qu'on a vue sur la diapositive précédente et puis on la multiplie par la masse qui représente la quantité de matière dans notre système. Donc l'intégrale de dt sur t entre ti et tf, elle donne évidemment un logarithme de la température finale divisé par la température initiale et on a donc delta S égale mc ln de tf sur ti. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Donc cette application numérique, si on calcule le terme d'échange, l'entropie d'échange, on trouve 586,6 joules par Kelvin. Attention ici à bien mettre la température de la plaque en degrés Kelvin et pas en degrés Celsius. Attention aussi à exprimer la capacité calorifique de l'eau en joules par kilo et par Kelvin si vous voulez avoir une entropie d'échange qui soit en joules par Kelvin. Si vous ne le faites pas, vous aurez une entropie d'échange qui sera simplement en kilojoules par Kelvin. Pour calculer le delta S, la variation de la fonction d'état entropie, il n'y a pas de difficulté non plus, si ce n'est qu'il faut une fois de plus veiller à bien prendre les températures en Kelvin et on trouve 841,29 joules par Kelvin. Par conséquent, on en déduit que la création d'entropie sigma est donnée par la différence entre delta S et le terme d'échange et on trouve 254,69 joules par Kelvin. Alors à quoi correspond en pratique cette création d'entropie? S'il y a création d'entropie, c'est qu'on a d'une manière ou d'une autre dégradé une énergie. Et ici l'énergie qu'on a dégradée, c'est la chaleur fournie par la plaque chauffante. Donc cette chaleur a été fournie à 200 degrés C et on l'a transformée en une chaleur qui n'est plus qu'à 100 degrés C lorsqu'on l'a communiquée à l'eau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dégradé la chaleur parce qu'on a baissé son niveau de température de 200 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Et c'est ceci qui correspond ou qui se traduit par une création d'entropie. Alors on va voir maintenant qu'on crée également de l'entropie lorsqu'on laisse l'eau refroidir. Imaginons qu'on laisse refroidir ces 0,8 litres d'eau qu'on a chauffé précédemment à 100 degrés, on les laisse se refroidir jusqu'à une température ambiante de 17 degrés C. La capacité calorifique de l'eau c'est toujours 4,18 kJ par Kelvin et par kilogramme, et sa masse volumique est toujours de 1000 kg par mètre cube. Donc pour déterminer la création d'entropie lors du refroidissement, encore une fois on écrit le bilan d'énergie, qui est ici un bilan d'enthalpie.
ce qui nous permet de faire correspondre la chaleur perdue à la variation de température de l'eau. Le bilan d'entropie s'écrit une nouvelle fois de la même manière, avec un terme d'échange qui est donné par Q divisé par la température de la source avec laquelle on réalise l'échange, mais cette fois-ci, la source avec laquelle on réalise l'échange, ce sera le milieu extérieur auquel l'eau donne de la chaleur. Et puis pour la variation d'entropie de cette eau, pour le terme ΔS, on a exactement la même expression par rapport à l'exercice précédent. L'application numérique nous donne un terme d'échange qui vaut moins 956,58 joules par Kelvin. Ce terme d'échange est négatif, c'est normal parce que le système que l'on étudie, qui sont les 0,8 litres d'eau, perdent de la chaleur. La variation d'entropie est également négative, en fait c'est l'opposé du terme que l'on avait trouvé dans l'exemple précédent. On trouve cette fois-ci moins 841,29 joules par Kelvin. Et malgré tout, on a bien une création d'entropie qui reste positive, puisque si l'on fait la différence entre ΔS et le terme d'échange, on trouve moins 841,29 moins 956,58, ce qui nous donne du 115,29 joules par Kelvin. Donc de nouveau, on a eu une création d'entropie, et de nouveau cette création d'entropie, elle est liée au fait qu'on a dégradé la chaleur de l'eau qui au départ se trouvait à 100 degrés C en une chaleur communiquée à l'air ambiant qui n'est plus qu'à 17 degrés C. Donc l'énergie calorifique n'est pas perdue, mais l'énergie calorifique a été dégradée puisque la température a diminué, et c'est ce qui se traduit par une augmentation de l'entropie. Alors les variations de la fonction d'état entropie ne sont pas liées nécessairement qu'à des variations de température, puisque pour un gaz parfait, on l'a vu, les expressions qui nous permettent de calculer ds dépendent de deux des trois variables d'état T, P et V. Donc, lors d'une compression ou d'une détente quasi-statique d'un gaz parfait, on peut écrire le bilan d'énergie qui est le même que celui qu'on avait écrit au chapitre 2 sous forme de bilan d'énergie interne. Ce bilan d'énergie interne nous dit que CVDT, la variation d'énergie interne, est égale à moins PDV. Moins PDV, c'est, je le rappelle, le travail des forces de pression. On peut en déduire que CVDT égale moins RT dV sur V, pour ne plus avoir dans notre équation que deux variables d'état qui sont la température et le volume, et en divisant les deux termes par la température, que CV dt sur T plus R dV sur V est nul. Alors si on revient un tout petit peu en arrière, jusqu'à la diapositive 220, on s'aperçoit que CV dt sur T plus R dV sur V, cela correspond exactement à l'expression de la variation d'entropie. Et donc ce que l'on vient de montrer d'après les expressions de ds pour un gaz parfait, c'est que les compressions et les détentes adiabatiques quasi-statiques sont des transformations isentropiques. Isentropiques parce que la variation de la fonction d'état entropie est nulle, parce que le terme d'échange de l'entropie est nul, puisqu'il n'y a pas d'échange de chaleur, on est sur des adiabatiques, et enfin, par conséquent, la création d'entropie, le delta sigma, est également nul. Et donc par la suite, il sera fréquent qu'on se réfère à des compressions ou des détentes adiabatiques quasi-statiques en parlant de transformation isentropique. Donc on va faire un nouvel exercice pour illustrer ceci. On suppose qu'un compresseur prélève 0,02 kg par seconde d'air à l'atmosphère à 100 kPa et 280 Kelvin pour le porter à 600 kPa, c'est-à-dire à 6 bars et 450 Kelvin. La compression cette fois-ci n'est ni quasi-statique ni adiabatique. Et le compresseur est refroidi et il dégage une quantité de chaleur qui est de l'ordre de 16 000 joules par kg d'air.
Cet air, on continuera à le considérer comme un gaz parfait. Sa capacité calorifique à pression constante vaut 1000 joules par kilogramme et par Kelvin. Et sa capacité calorifique à volume constant vaut 720 joules par kilogramme et par Kelvin. On nous demande d'exprimer tout d'abord le flux de chaleur rejeté par le compresseur en watts. Donc ça c'est assez facile. Ce flux de chaleur vaut moins 16 000 joules par kilogramme d'air qu'on multiplie par le débit d'air en kilogrammes par seconde et on trouve une puissance qui vaut moins 320 watts. On nous demande ensuite de déterminer la création d'entropie sigma point en watts par Kelvin. Et on supposera donc que la chaleur elle est rejetée vers le milieu ambiant qui est à la même température que celle de l'air que l'on a prélevé, c'est-à-dire à 280 Kelvin. Donc la première étape consiste à écrire le bilan d'énergie. Le bilan d'énergie nous dit que pour un système ouvert, qui est ici le compresseur, le delta H point ou M point Cp delta T est égal à Q point plus W point étoile. Le bilan d'entropie s'écrit delta S point égale S point plus sigma point, sachant que S point, donc l'entropie d'échange, c'est Q point sur TE, le Q point qu'on a calculé à la question 1. Pour déterminer delta S, on partira de l'expression de ds pour un gaz parfait en fonction des variables T et P. C'est évidemment le plus simple, d'une part parce qu'on utilise la fonction d'état enthalpie ici et parce que l'on connaît les variations de T et P pour notre compresseur. Et il suffit d'intégrer le dt sur T et le dp sur P pour trouver une expression de delta S en fonction donc du logarithme de la température finale divisé par la température initiale et du logarithme de la pression finale divisé par la pression initiale. Et on a bien ici une diminution de l'entropie spécifique massique qui vaut moins 27,235 joules par Kelvin et par kilogramme. Ce qui nous donne en termes de flux, lorsqu'on multiplie par le débit massique d'air, moins 0,5447 watts par Kelvin. Par conséquent, on pourra déterminer la création d'entropie en faisant la différence entre cette variation de la fonction d'état entropie et le terme d'échange. Le terme d'échange c'est moins Q point sur TE, donc moins 320 divisé par 280 Kelvin, et on trouve 0,5982 watts par Kelvin. Donc cette création d'entropie ici, elle peut être liée à la fois à des transferts de chaleur qui ne sont pas isentropiques et à une compression qui n'est pas quasi-statique. On nous demande ensuite la puissance du moteur qui entraîne le compresseur. Donc pour calculer la puissance, comme on connaît les échanges de chaleur et comme on connaît la variation de température, donc il suffit d'utiliser le bilan d'enthalpie. Le travail utile ou la puissance utile sera donné par la variation du flux d'enthalpie moins le flux de chaleur. Donc on aura du M point Cp delta T moins Q point et on trouve une puissance utile de 3720 watts. Quelle aurait été cette puissance si la compression avait été adiabatique quasi-statique? Eh bien dans ce cas-là, il faut calculer la température finale du gaz en utilisant la relation T gamma P1- gamma égale constante pour une adiabatique quasi-statique. On calcule le coefficient gamma pour l'air qui vaut ici 1,3889. Et on trouve une température finale après compression qui vaut 462,42 Kelvin. Cela nous donne une puissance réversible du compresseur de l'ordre de 3648 watts. Et on s'aperçoit évidemment que dans le cas réversible, dans le cas isentropique, la puissance mécanique qu'il faut fournir au compresseur est évidemment inférieure à celle qu'on devra fournir dans le cas où la compression n'est pas isentropique. Alors maintenant qu'on sait qu'une compression et une détente quasi-statique adiabatique sont également
des transformations isentropiques, on va regarder ce qu'il en est du point de vue des compressions et des détentes quasi-statiques isothermes. Donc pour des transformations quasi-statiques isothermes, on peut écrire un bilan d'énergie qui nous dira que la variation d'énergie interne, comme d'ailleurs la variation d'enthalpie, sont nulles puisque la température reste constante. Et on en déduira que les échanges de chaleur sont strictement opposés aux échanges de travail. Le travail des forces de pression, on sait le calculer, on a vu ça au chapitre 2, c'est l'intégrale de dV sur V entre le volume initial et le volume final multiplié par la quantité moins RT, et on trouve moins RT fois le logarithme de VF sur VI. En ce qui concerne la variation d'entropie, on ira chercher parmi les expressions de ds pour un gaz parfait qu'on a vu tout à l'heure, celle qui fait intervenir les variables T et V pour rester cohérent avec le calcul du travail des forces de pression. Sachant que la variation de température est nulle, il ne reste plus qu'à intégrer la quantité dV sur V ou R fois dV sur V entre le volume initial et le volume final, et on trouve cette fois-ci une variation d'entropie qui vaut R fois ln du rapport entre VF et VI. En ce qui concerne les échanges d'entropie, le terme d'échange est donc égal à Q divisé par la température du milieu avec lequel on réalise l'échange. Q c'est aussi moins W, donc RT ln de VF sur VI. Ceci nous suffit pour écrire le bilan d'entropie. Le delta S est donc égal à R fois ln de VF sur VI. Le terme d'échange est donc égal à RT ln de VF sur VI divisé par la température du milieu extérieur TE. Et on ajoutera la création d'entropie, forcément positive ou nulle. La conclusion de tout ceci, c'est que on aura nécessairement une création d'entropie nulle si la température du milieu avec laquelle on réalise l'échange est égale à la température du système. Ce qui signifie en d'autres termes qu'on aura une création d'entropie nulle, donc une transformation isentropique, si l'échange de chaleur au cours de la compression ou de la détente quasi-statique isotherme est lui-même isentropique. Alors on peut regarder un petit peu plus dans le détail ce qui se passerait par exemple lors d'une compression isotherme quasi-statique. Lors d'une compression isotherme quasi-statique, souvenez-vous qu'on doit refroidir le gaz. Donc le seul cas possible est celui où la température extérieure TE est inférieure à la température du système. Le logarithme de VF sur VI lors d'une compression est négatif. TE ne pouvant qu'être inférieur à T, le terme RT ln de VF sur VI divisé par TE ne pourra être que plus petit que le terme R fois ln de VF sur VI, et par conséquent, la création d'entropie sera nécessairement positive ou nulle, évidemment, dans le cas où TE égale T. Dans le cas d'une détente quasi-statique isotherme, à ce moment-là, le logarithme sera positif. La température TE ne pourra être que supérieure ou égale à la température T, ce qui signifie que le terme RT ln de VF sur VI divisé par TE, encore une fois, ne pourra être que plus petit que le terme R ln de VF sur VI. Plus petit ou égal dans le cas où T égale TE. Et par conséquent, la création d'entropie ne pourra être que positive ou nulle.
Et puis juste avant de récapituler et de terminer ce chapitre, il nous reste à voir la variation de l'entropie lors d'un changement de phase. Pour déterminer encore une fois les variations de la fonction d'état entropie lors d'un changement de phase, on va se placer de nouveau dans des conditions réversibles. Ce qui signifie donc dans le cas du changement de phase d'un corps pur qui se déroule à température constante, que la chaleur latente, elle, qu'elle soit positive ou négative, devra être échangée avec un milieu extérieur qui se trouvera à la température du système, c'est-à-dire à la température de transition de phase qu'on note ici T indice petit t. Petit t pour transition de phase. Par conséquent, la variation d'entropie qui sera dans ce cas-là égale au terme d'échange sera donnée par le rapport entre la chaleur latente, qui peut être encore une fois positive ou négative, et la température de transition de phase. Dans cette équation-là, on exprime une variation d'entropie molaire ou massique, parce que la chaleur latente est donnée soit en joules par kilogramme, soit en joules par mole. Si on veut avoir une variation d'entropie en joules par Kelvin, il faudra évidemment qu'on multiplie cette quantité L sur T, soit par le nombre de moles qui constitue le système, si L est donné en joules par mole, soit par la masse du système, si L est donnée en joules par kilogramme. Donc ces relations sont très simples à utiliser, il suffit de retenir que la variation d'entropie est donnée par le rapport entre la chaleur latente et la température de transition de phase, et pour s'en souvenir il suffit de raisonner en termes d'unité, puisque la chaleur latente est donnée en joules par kilogramme ou en joules par mole et que l'entropie spécifique s'exprime en joules par Kelvin et par kilogramme ou en joules par Kelvin et par mole, on comprend bien que en divisant une chaleur latente par une température, on obtient une quantité qui est homogène à une entropie spécifique. Donc on va voir deux exemples pour illustrer ceci. Le premier, c'est le cas de la fusion de la glace. On suppose qu'on réchauffe 3 kg de glace d'une température T1 qui vaut initialement moins 10 degrés à une température T2 qui vaudra 20 degrés, et qu'on réchauffe cette glace en la mettant en contact d'une source de chaleur qui se trouve, elle, à une température de 50 degrés C. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les 50 degrés C, ce sera la température TE du milieu extérieur. On nous demande de déterminer la création d'entropie. Pour ça, on nous donne la chaleur latente de fusion de la glace qui vaut 333 joules par gramme. On nous donne la capacité thermique massique de la glace qui vaut 2,01 joules par Kelvin et par gramme. Et puis on nous donne la capacité thermique massique de l'eau liquide qui vaut 4,18 joules par Kelvin et par gramme. Dans le cas de ces évolutions, on l'a déjà vu lors du chapitre 3, il y a en fait trois transformations successives. La première lorsque la glace se réchauffe, la deuxième lorsque la glace fond, et la troisième lorsque la glace fondue continue de se réchauffer jusqu'à la température finale. Il y a donc trois apports de chaleur successifs qu'on va noter Q1, Q2 et Q3. Et donc si on les explicite, la quantité Q1 est donnée par la masse multipliée par la capacité calorifique de la glace multipliée par la température de fusion moins la température initiale. La quantité Q2 est donnée par le produit entre la masse de la glace et la chaleur latente de fusion de cette glace. Et la quantité Q3 est donnée par le produit entre la masse, la capacité calorifique de l'eau liquide et la différence entre T2 et TF. Cela nous donne, si on fait l'application numérique, une variation totale d'enthalpie ou une quantité totale de chaleur fournie à la glace qui vaut 1,31 MJ. Maintenant, en ce qui concerne le bilan d'entropie, il va falloir faire attention lorsqu'on calculera la variation de la fonction d'état entropie
d'effectuer 3 calculs différents pour chacune des 3 transformations successives. Donc ici, tout a été écrit sur la même ligne, mais en ce qui concerne la glace qui se réchauffe, on aura une variation d'entropie qui nous sera donnée par le produit entre la masse, la capacité calorifique de la glace et le logarithme de la température de fusion divisé par la température initiale. Pour la fusion de la glace, on aura une augmentation d'entropie qui nous sera donnée par le produit entre la masse multiplié par la chaleur latente de fusion de la glace divisé par la température de fusion de la glace. C'est exactement ce qu'on a déterminé sur la diapositive précédente. Et puis en ce qui concerne l'eau qui se réchauffe, on a une nouvelle fois le produit entre la masse, une capacité calorifique qui est la capacité calorifique de l'eau et le logarithme de la température finale T2 divisé par la température initiale de l'eau qui est bien la température de fusion de la glace. Donc cela nous donne, si on fait l'application numérique avec la somme de tous ces termes, en n'oubliant pas une fois de plus de prendre des températures en Kelvin, on obtient une variation de la fonction d'état entropie qui vaut 4768,3 joules par Kelvin. Le terme d'échange, il est en fait très simple à calculer puisqu'on sait que la quantité totale de chaleur fournie par la source vaut 1,31 MJ, ce qui nous donne un terme d'échange si on divise 1,31 MJ par la température de la source qui vaut 323,15 Kelvin. Le terme d'échange vaut donc 4053,8 joules par Kelvin. Et par conséquent, on en déduit en faisant la différence entre la variation de la fonction d'état entropie et le terme d'échange, une création d'entropie qui vaut 714,5 joules par Kelvin. Alors on peut évidemment refaire le même type de calcul dans le cas de la solidification de l'eau. On imagine cette fois-ci qu'on a 2 kg d'eau qui sont au départ à 40 degrés Celsius et qui termineront à moins 30 degrés Celsius après avoir été mis en contact avec une source froide qui elle se trouve à moins 50 degrés Celsius. Alors il faut faire attention au signe de la chaleur latente de solidification de l'eau. La chaleur latente de solidification, elle est négative, ce qui signifie concrètement que pendant une solidification, c'est le système qui rejette de la chaleur vers l'extérieur. Pour solidifier de l'eau, vous devez lui prendre de la chaleur. La capacité calorifique de la glace et la capacité calorifique de l'eau n'ont pas changé, évidemment, par rapport à l'exercice précédent. Le bilan d'énergie se fait de la même manière en additionnant les trois termes Q1, Q2 et Q3. Et lorsqu'on fait le calcul, on trouve cette fois-ci moins 1,121 MJ. Il s'agit de la quantité de chaleur qu'il faut extraire du système pour transformer 2 kg d'eau à 40 degrés en 2 kg de glace à moins 30 degrés Celsius. Le bilan d'entropie s'écrit évidemment comme précédemment, delta S égale SE plus sigma. On retrouve nos trois termes qui correspondent aux trois transformations successives pour le calcul de la variation de la fonction d'état entropie. Donc ces trois termes sont très similaires aux précédents. Il faut évidemment faire attention à l'ordre des températures et aux signes. Et je vous laisserai regarder ça en ce qui concerne l'application numérique. Mais on trouve une variation de la fonction d'état entropie qui vaut moins 4048,4 joules par Kelvin. Le terme d'échange se calcule aussi facilement que tout à l'heure. Ce terme d'échange de l'entropie est négatif parce que l'échange de chaleur est également négatif. Et lorsque l'on fait la différence entre la variation de la fonction d'état entropie delta S et le terme d'échange, on trouve une création d'entropie qui vaut 975,12 joules par Kelvin. Donc on voit bien ici que
on crée de l'entropie, que l'on réchauffe de la glace ou bien que l'on refroidisse de l'eau, la création d'entropie reste positive ou nulle, indépendamment de la direction des échanges de chaleur. Voilà, donc j'espère que ces quelques exemples vous auront permis de comprendre comment on réalise les calculs d'entropie et de bilan d'entropie. On va maintenant terminer cette vidéo en faisant une synthèse des principaux points à retenir sur ce chapitre. Donc cette synthèse, elle tient en 2 diapositives et voici ce qui, à mon avis, est le plus important à retenir. La première chose, c'est que l'entropie grand S est une fonction d'état extensive qui s'exprime en joules par Kelvin et qui vérifie pour toute transformation et tout système cette équation bilan ds égale delta SE plus delta sigma. Donc ds c'est la variation de la fonction d'état entropie, delta SE ce sont les termes d'échange infinitésimaux et delta sigma c'est la création infinitésimale d'entropie. Ici, l'équation bilan est écrite pour de petites variations. Sous une forme intégrée, on aura delta S égale SE plus sigma. Ce sigma qui est nécessairement supérieur ou égal à 0, il représente donc la création d'entropie. Je vous rappelle, même si je ne l'ai pas marqué ici, qu'on ne peut jamais calculer directement la création d'entropie. On ne peut la calculer qu'indirectement en ayant calculé delta S et SE. Et cette équation bilan, comme le fait que la création d'entropie soit toujours positive ou nulle, constitue le second principe de la thermodynamique. On verra sur la diapositive suivante comment calculer les variations de la fonction d'état entropie. Et pour le terme d'échange, donc il s'agit de la quantité d'entropie qui va être perdue ou gagnée par le système lors d'un échange soit d'énergie soit de matière avec le milieu extérieur. Le terme d'échange de l'entropie associé à un échange de travail est toujours nul. Donc pour dire les choses autrement, il n'y a jamais d'entropie dans le travail, ou le contenu anthropique du travail est nul. Et lorsqu'il y a un échange de chaleur, le terme d'échange de l'entropie est donné par le rapport entre la quantité de chaleur échangée et la température de la source ou du milieu avec laquelle ou avec lequel le système réalise cet échange de chaleur. Et en cas d'échange de matière, je vous l'indique ici, mais nous ne l'utiliserons que très peu, c'est-à-dire en fait uniquement dans le cas d'un exemple que nous verrons dans la prochaine vidéo. Dans le cas d'un échange de matière, on aura un terme d'échange de l'entropie qui sera donné par le produit entre la quantité de matière et l'entropie spécifique du matériau échangé. Et donc pour calculer les variations de la fonction d'état entropie, donc nous allons commencer par le cas des gaz parfaits. On utilisera les relations ds égale cv dt sur t plus r dv sur v si on utilise les variables t et v. ds égale cp dt sur t moins r dp sur p si on utilise les variables t et p. Et puis ds égale cp dv sur v plus cv dp sur p si on utilise les variables v et p. Le choix des variables qu'on va utiliser dépend du contexte. On a vu par exemple que dans le cas d'une compression isotherme quasi statique, le plus logique était d'utiliser les variables T et V. Et puis on a vu dans le cas de l'exemple du compresseur qui ne fonctionnait ni de façon quasi statique ni de façon adiabatique, qu'il était naturel d'utiliser les variables T et P. Et enfin, on rappelle que ces expressions-ci sont données sous forme intensive, donc pour une entropie petit s, qui s'exprime en joules par Kelvin et par mole, parce qu'ici nous avons la constante universelle des gaz parfaits. Et si nous avions eu la constante spécifique des gaz parfaits petit r,
l'entropie spécifique petit s se serait exprimée en joules par Kelvin et par kilogramme. Pour les solides et les liquides, on se limite le plus souvent à l'utilisation d'une seule variable d'état qui est la température. Par conséquent, on aura ds égale c dt sur t. La capacité calorifique ici étant le plus souvent une capacité calorifique à pression constante, parce que pour les solides et les liquides, en règle générale, les transformations se réalisent à pression constante. En tout cas, les transformations pour lesquelles les variations du volume sont négligeables. Et puis dans le cas d'un changement de phase, on pourra déterminer la variation de l'entropie spécifique en calculant le ratio entre la chaleur latente de changement de phase et la température de transition de phase. Deux remarques qui sont également des rappels avant de terminer. La première, c'est qu'il faut toujours faire un bilan d'énergie avant de faire le bilan d'entropie. Pourquoi ça? Eh bien parce que tout simplement, dans votre bilan d'entropie, vous aurez besoin de connaître les échanges de chaleur pour calculer les termes d'échange de l'entropie associés à ces échanges de chaleur. Et puis remarque 2 ou rappel numéro 2, les compressions et les détentes adiabatiques quasi-statiques sont des transformations isentropiques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle a donc été entièrement consacrée au point 5 du chapitre 4, c'est-à-dire au calcul des variations de la fonction d'état entropie. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où l'on abordera le point 6, c'est-à-dire le fait que l'on puisse utiliser l'entropie comme une variable d'état pour les calculs des variations des fonctions énergie interne et enthalpie par exemple, ainsi que pour les calculs des variations de nouvelles fonctions thermodynamiques qu'on appellera les fonctions potentielles. Et puis on parlera également des diagrammes TS, c'est-à-dire des diagrammes entropie-température pour représenter les cycles thermodynamiques. Je vous donne donc rendez-vous pour cette troisième vidéo du chapitre 4 et je vous dis à bientôt.